Très bien. Mesdames, Messieurs, voilà, je règle un peu le micro pour que tout le monde puisse m'entendre sans que ça ne vous fasse mal aux oreilles non plus. Voilà, donc je suis président de l'Université de Perpignan. Je suis très très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui pour ouvrir ce 34e colloque. Dans un premier temps, je vais accueillir aussi de manière protocolaire les représentants de l'État, les représentants de Madame la rectrice des collectivités territoriales, les différents directeurs, représentants d'associations. Il y a beaucoup de monde autour de la table. Et donc, je ferai très attention de ne pas les nommer les unes les uns derrière les autres parce que j'en ai oublié. Mais bon, de toute façon, ils pourront aussi, bien sûr, intervenir. Voilà, donc ce que je voulais surtout dire pour commencer, c'est qu'on est vraiment très heureux de se retrouver aujourd'hui physiquement. Parce que, et là déjà je veux remercier et féliciter les organisateurs, et là en particulier parce que tenir des colloques en présentiel c'est très compliqué et la plupart ont été annulés. Ça fait plaisir puisque pendant plus de 6 mois, on s'est surtout vu en 2 dimensions sur Zoom ou autre Starlink. Donc c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, notre université a été très épargnée par le Covid en termes d'impact sanitaire. Par contre, sur le plan de l'impact psychologique, ça laisse quand même des traces. Donc ça fait du bien de retrouver la vie sociale et de se retrouver tous ensemble pour échanger sur des thèmes très variés, puisque l'université, c'est pas que venir suivre des cours et passer des examens. L'université, et de plus en plus, c'est aussi un opérateur local qui donne de la vie et qui permet justement de donner aussi du sens social localement. Alors surtout quand on a une université qui est très identitaire, hein, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, vous allez pouvoir la découvrir, hein, puisque quelles que soient ses activités, c'est une université pluridisciplinaire, et quelles que soient ses activités, c'est toujours des activités très ancrées sur le territoire. Les énergies renouvelables, on a toutes les énergies renouvelables sur notre territoire d'ETO, hein, notamment le Grand Fonds solaire de Brio, les environnements marins, le littoral, la préhistoire avec l'Otavel, des frontières naturelles ou administratives, à travers lesquelles il y a des migrations voulues ou forcées des femmes et des hommes depuis très longtemps. Et d'ailleurs, sur la grotte de Totavel, on suit ces migrations sur maintenant 540 000 ans, et ça me permet de préparer l'avenir. Voilà. Et donc, c'est des éléments qui sont vraiment très importants pour nous, parce que pour cette moyenne université, je ne dis pas petite, parce qu'on est quand même 10 000 dans les PO, ça représente quelque chose. C'est important d'avoir cette université qui, effectivement, permet aussi d'exploiter au bon sens du terme cet héritage pluridisciplinaire et très très varié, et qui concerne aussi le catalan notamment, puisque c'est notre langue locale et notre culture locale. Voilà. Donc d'où votre présence aussi ici, puisque j'ai pu voir que cette fédération pour les langues régionales de l'enseignement public rassemble nombre d'associations en France qui couvrent donc énormément de langues locales, hein, et les outre-mer en plus, voilà. Et merci pour cette précision. Et donc on partage du coup cette identité et certainement des problématiques aussi pour transmettre donc ce patrimoine qui est vivant. Et ça régulièrement on le dit. Depuis quelques mois, on héberge l'OPLC, hein, l'Office public de la langue catalane, et le directeur est ici présent. Un OPLC qui a été mis en place avec la région Occitanie, et nous avons sa représentante ici, que je remercie, puisqu'effectivement, là aussi, on aurait pu avoir l'OPLC ailleurs, pourquoi pas dans les Pyrénées-Orientales, mais l'université, c'est un terrain neutre, effectivement, mais c'est un terrain effectivement interculturel, et qui permet justement aussi de rendre aux citoyens un lieu de partage, un tiers-lieu. On parle beaucoup de tiers-lieux aujourd'hui, mais les universités sont par nature des tiers-lieux. Vous êtes chez vous, je le dis souvent, on a des citoyens qui viennent sur nos campus, ce sont vos campus, vous êtes chez vous. Voilà. Et je ne suis pas le président, je suis votre président, mais voilà, c'est le sens du partage hein, sur nos universités. Voilà, je voulais donc évoquer tout ça et puis surtout remercier donc, les organisateurs à nouveau d'avoir réussi à tenir et à organiser un tel événement. On a eu une frayeur vendredi puisque notre préfet des Pyrénées-Orientales nous a annoncé de nouvelles restrictions. Il a commencé à parler vendredi matin de l'université, bon, j'ai passé un petit coup de fil, on s'entend très bien, et bon, de fait, rassurez-vous, l'impact Covid sur notre université est excessivement marginal, puisque nous sommes 10 000
et ça concerne aujourd'hui 7 étudiants et 2 collègues, donc autant dire rien du tout. Voilà, donc tant mieux pour que ça dure. Ce qui prouve d'ailleurs que les mesures prises, notamment le masque, depuis la rentrée du 7 septembre, en extérieur comme à l'intérieur, et le gel, ça suffit quand même assez largement à contenir donc ce satané virus. Mais voilà, donc tant mieux pour que ça dure, mais après, en dehors des murs, on connaît cette évolution, et on a parlé la semaine dernière au niveau national de la fermeture pure et simple de toutes les universités. Dieu merci, on n'en est pas là. Et voilà, donc très bien. Donc encore bravo et félicitations pour cette unique colloque. Je vous souhaite des échanges fructueux, je suis certain que ça va être le cas. Autant sur le plan du fond, sur les vraies questions qui vous rassemblent aujourd'hui, que évidemment sur l'humain, vous allez aussi partager des moments certainement de convivialité. Voilà. Alors aussi un dernier élément que j'avais oublié, pourtant il est important. Je suis très heureux aussi qu'il y ait ce colloque aujourd'hui parce que le lien entre école, collège, lycée et université se renforce depuis quelques années, c'est une très bonne chose. Il faut que tous les maillons de la chaîne donc, puissent se dérouler de la manière la plus fluide possible, puisque la formation et l'accompagnement des citoyens et des citoyennes tout au long de la vie, nous devons le faire ensemble. Voilà. Donc pendant très longtemps, ça fonctionnait en silo. De plus en plus, on travaille ensemble. Et c'est une très bonne chose, il faut continuer là-dessus. Et donc votre colloque est aussi une très belle illustration de ce continuum, de faire en sorte que dans notre société, on forme les citoyennes et les citoyens, tant au niveau de l'esprit que du savoir vivre ensemble, et effectivement du partage de nos héritages. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Bon dia, bona tarda a tothom. Benvinguts doncs, al País Català per aquest 34è col·loqui de la Flaret, que se celebra en circumstàncies excepcionals, històriques, complicades. Donc, bienvenue à tous en Catalogne pour ce 34e colloque de la Flaret, qui se tient dans des circonstances assez exceptionnelles, historiques, voire compliquées ou même dramatiques. C'est un moment historique à différents titres. C'est 14 ans après le précédent colloque organisé en pays catalan par la Flaret, donc il était certainement temps. C'est aussi l'année d'un épisode sanitaire dramatique et pénible pour beaucoup, pour tout le monde. C'est également un moment historique pour les difficultés certainement rencontrées ces derniers mois et ces dernières années par l'enseignement des langues régionales, tant en termes de, on aura l'occasion d'y revenir, d'immersion, de réforme du bac, d'obstacles divers et variés, plus dans certaines langues et de différentes manières. Et enfin, c'est un moment historique, un an, le président de l'université de Perpignan l'a cité, un an après le lancement, la mise en marche de l'Office public de la langue catalane. On aura l'occasion de développer évidemment la question qui nous a servi un peu de fil conducteur pour le contenu de ce colloque. Et donc on est dans une espèce de nouvelle dynamique des institutions ici, en pays catalan, dans le département des Pyrénées-Orientales, pour la mise en place une véritable politique linguistique pour le catalan en général et l'enseignement du catalan en particulier, même si parfois on a l'impression d'être un peu à contre-temps d'autres régions ou d'autres éléments qui sont le fait de la vie quotidienne de l'enseignement des langues régionales. Donc un grand merci, moltes gracias, mille esker, et je ne le décline pas dans toutes les autres langues, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, moltes gracias à toutes les institutions qui ont rendu possible l'organisation de ce colloque, l'université, le ministère de l'Éducation nationale. On excuse ici donc le ministre et la rectrice qui la représentent, et Madame la rectrice sera représentée par M. Bonnet, le ministère de la Culture et la délégation générale à la langue française de Langue de France, dont le chargé des langues de France est également excusé, il n'a pas pu venir à Perpignan aujourd'hui.
la région, le département, les communes, dans la personne de M. Manzanares, qui est président du SIOCAC. Merci enfin à toute l'équipe de la PLEC, sans laquelle l'organisation n'aurait pas été possible. Une organisation de ces rencontres qui a été suivie, préparée et encore ces derniers instants par l'équipe Patricia, Ingrid, Marty, qui font partie de la nouvelle génération du renouvellement de l'association. On a parlé ce matin lors du conseil d'administration de renouvellement des nouveaux militants, disons, et donc cette nouvelle équipe renouvelée et tous les responsables élus de l'association ont rendu possible l'organisation de cet événement et de ces rencontres, donc dans un contexte certes un peu compliqué. J'en dis pas plus, Monsieur le Président de la FLAREP. Eh bien, à mon tour, en votre nom à tous, de remercier Monsieur le Président de l'Université de nous accueillir, de féliciter la PLEC pour son organisation en ces temps difficiles. Je remercie aussi de leur présence, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Éducation nationale. Je voudrais faire une parenthèse dans mon propos introductif. Nous allons être assez durs avec l'Éducation nationale, mais sachez bien qu'il ne s'agit pas de personnes que nous visons, sinon de l'institution qui, à son plus haut niveau, fait parfois la sourde oreille, même souvent, à nos revendications. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, si ça ne vous embête pas, qu'on ait une pensée pour la famille de cet enseignant qui hier soir a été assassiné sauvagement parce qu'il défendait une certaine idée de la liberté. Donc pensez pour sa famille, bien sûr, pour ses collègues, et que l'institution et tout le corps enseignant sache qu'il restera présent et son sacrifice ne sera pas inutile. Alors, comme vous le savez, si vous êtes habitué des colloques de la FLAREP, un colloque est toujours un moment de rencontre et de découverte, de partage, d'expérience. Et c'est vrai que la diversité de nos territoires fait que nos situations sont différentes, nos parcours sont différents, et pourtant on pourrait se demander qu'est-ce qui nous réunit depuis 1987, la création de la FLAREP à Bayonne, et qu'est-ce qui peut rapprocher bretons et alsaciens, flamands et basques, ou encore occitans et corses, catalans et réunionnais. En fait, nous avons ancré nos actions et nos convictions sur trois piliers. D'abord, la défense du service public d'éducation et son rôle dans la transmission par l'école de nos langues. Le principe d'égalité républicaine, auquel nous tenons beaucoup. Toutes les langues doivent être considérées d'égale manière. Et enfin, la valorisation de leur enseignement qui offre au système éducatif français un modèle pédagogique exemplaire. Et tout à l'heure, j'en parlerai, dans la mesure où les enseignements bilingues, soit paritaires, soit en immersion, selon les territoires, montrent que les résultats de ces enfants sont meilleurs en français que les enfants bilingues. Alors c'est vrai que nous avons connu par le passé des périodes de tension, nous avons lutté, nous avons défendu notre cause, et nos allées et retours au ministère, en rencontrant les ministres qui se sont succédés rue de Grenelle, nous ont appris qu'il fallait tenir bon et que parfois nous avons été amenés à saisir la justice. Alors je rappellerai pour moi dans les années 90 ce combat pour que la langue d'enseignement soit reconnue comme langue d'examen. Le brevet des collèges, ce n'était pas le cas dans les 2 premières années. Et finalement, de tribunal administratif, de recours hiérarchique en tribunal administratif, en cour d'appel, jusqu'au Conseil d'État, nous avons obtenu gain de cause. Et dans les années 2010, de la même manière, pour les remplacements d'enseignants en langue régionale qui étaient donc remplacés par des collègues n'ayant pas la même compétence. Et là aussi, nous avons obtenu gain de cause. Alors on a connu aussi des
des moments de tension quand la hiérarchie de l'éducation nationale laissait prendre position certains membres, certains personnels. On se souvient notamment en 1997 d'un IEN des Pyrénées-Atlantiques qui a produit un manifeste, publié un manifeste, 5 raisons pour s'opposer à l'enseignement bilingue, notamment en déclinant que c'était l'enseignement d'une communauté, que ça coûtait très cher, que ce n'était pas la peine de s'en occuper, parce qu'il y avait des écoles associatives. Donc nous avons tenu bon devant ces blocages et finalement nous avons pu faire se développer l'enseignement et en langue régionale dans les écoles publiques et il n'y a qu'à se référer à notre carte qu'on ne peut pas publier, non. C'était le moment, ça fait rien. Que vous trouverez sur le site de la Flarette où on voit donc les enseignements bilingues se développer. Mais aujourd'hui, il faut dire que nous vivons, depuis le début de ce quinquennat, une époque particulière. Nous avons travaillé avec des gouvernements de gauche qui étaient largement plutôt favorables, avec des gouvernements de droite qui, ma foi, laissaient faire parce que, bon, ils ne voulaient pas trop rentrer en conflit avec nous. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est différent. Alors, ça a commencé par de l'ignorance, et je le rappelais l'année dernière au colloque qui a eu en Pays Basque, en Euskal-Herri, ignorance sur les sujets. C'est-à-dire que nos interlocuteurs, le ministère, découvraient qu'un enseignement bilingue comprenait un enseignement disciplinaire. Donc ils disaient, mais comment vous enseignez des matières dans la langue? C'était le chargé de cet enseignement qui se posait la question. Donc ils méconnaissaient complètement le sujet, mais très rapidement nous avons senti et compris que au-delà de cette ignorance stricto sensu, il s'agissait d'une opposition à ce que nous développions et très rapidement nous avons pu constater à travers les effets de la réforme du lycée et du baccalauréat que finalement on n'avait pas du tout envie de favoriser la transmission de la langue par l'école, que ce n'était pas vraiment leur... c'était quelque chose qui ne souhaitait pas voir se développer. Ils préféraient, comme ils nous l'ont rappelé lors de notre entrevue le 1er octobre, que les langues et cultures anciennes de l'Antiquité étaient plus vulnérables que nos langues régionales et que donc c'était pour cela qu'ils avaient choisi de les protéger plus que les nôtres. Alors, lors de cette entrevue, ça fait bondir le camarade Olivier Plaschetti qui était avec moi, qui, en fait, on nous prenait à témoin pour nous dire, mais voyez, regardez, 229 ou 240 élèves sur toute la France, dans 17 établissements, qui choisissent la spécificité de l'enseignement spécifique, vous voyez, ça n'intéresse plus personne. Et Olivier de rétorquer, mais vous, si vous travaillez et qu'on ne vous récompense pas, vous continueriez de travailler, Donc vraiment, on a bien senti qu'il y avait une opposition franche et assumée par rapport à ce développement des langues régionales dans le service public. En même temps, nous avons pu constater qu'il y avait des blocages ciblés. Et là, je vais m'étendre quelques instants sur ce qui s'est passé en Pays Basque, qui finalement est révélateur à la fois du système et à la fois des répliques à ce système. Et parfois nous avons pu, alors là aussi j'insiste, je ne vais pas cibler un personnel ou un représentant de l'éducation nationale, mais parce que quand je vais parler du Nazen 64, c'est pas lui que je vise, simplement quelque part il y a eu une certaine forme de cynisme qui s'est installée. Le 2 juillet de cette année, lors du conseil d'administration de l'Office public de la langue basque, il intervient, il prend la parole et il dit « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle ».
Alors les gens se regardent. Il dit la bonne nouvelle, c'est que nous venons de mettre en forme les résultats des évaluations conduites entre janvier, février et mars de cette année auprès d'une cohorte de 4000 élèves du Pays Basque, 4000, donc c'est pas l'école des bobos machin, et donc enseignement public et enseignement privé confessionnel. L'étude se fait sur les cohortes depuis, depuis le CP jusqu'au CE2 et donc sur la base des évaluations nationales, et on a recueilli les résultats à la fois de ceux qui étaient enseignement bilingue, paritaire de bas en haut, ceux qui étaient passés par l'immersion, puis par le paritaire, donc à partir du CP, et les unilingues. Ces évaluations ont été analysées, mises en forme par l'éducation nationale, mises en forme par des statisticiens, et finalement, on s'aperçoit que sur tous les items en français, les élèves bilingues paritaires, ou les élèves bilingues paritaires et immersion et paritaire, avaient de meilleurs résultats en français et en mathématiques que les enfants bilingues. Dans cet échantillon, de 4000 élèves, l'échantillon en fait est un peu plus réduit puisqu'on a les parents devaient envoyer des retours pour autoriser l'exploitation des résultats. Il y avait aussi des enfants issus de l'immigration, dans les quartiers populaires de Bayonne par exemple. Donc, ces enfants-là avaient globalement de meilleurs résultats en français. Alors je comprends que ça soit peut-être un peu gênant, d'autant plus qu'il y a un blocage de l'éducation nationale, puisque nous avons demandé à avoir connaissance de ces évaluations. Cela nous a été refusé, et donc nous allons saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour avoir ce document. Et la mauvaise nouvelle, c'était, eh bien, nous n'allons pas ouvrir l'école immersive, la maternelle immersive d'une petite commune là, autour de Bayonne, Saint-Pierre-des-Rubes, parce que, alors vous avez les motifs, parce que la Constitution ne le permet pas, parce que la loi sur l'école de la confiance rendant obligatoire l'enseignement à partir de 3 ans, eh bien, arguments qui étaient complètement infondés, qui sont complètement infondés juridiquement, et là, ça a mis tout le monde debout en Pays Basque. Il n'y a pas eu un jour sans qu'il y ait une intervention à tous les niveaux, depuis les élus, depuis les associations, et il y avait un rendez-vous très important qui était jeudi dernier pour l'Assemblée générale de l'Office public. Et là, les élus qui siégeaient s'étaient mis d'accord pour dire si la rectrice n'accorde pas cette ouverture, eh bien, on se lève, on sort de la salle, et cela aurait créé une situation complètement inédite, laissant les représentants de l'État tout seuls autour de la table. Finalement, la pression, cette manifestation du 10 octobre, où nous étions un peu plus d'1 millier dans les rues de Bayonne, a fait que le bon sens l'a emporté et que la rectrice a eu la lourde tâche, une délicate tâche, de faire marche arrière, et elle a annoncé donc l'ouverture de la section bilingue et l'ouverture de travail, de séances de travail pour pouvoir développer cet enseignement. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? En fait, ça nous dit que peut-être le ministère de l'Éducation nationale est en train de se faire rattraper par ses positions dures, inflexibles, et que peut-être qu'ils se rendent compte qu'il faudrait revoir les choses, et qu'en tout cas, quand on a de son côté les élus, quand on a de son côté les associations, et bien sur nos territoires, on peut faire changer les choses. Et
C'est ce que je vous invite en conclusion à réfléchir, à méditer, parce que nous devons créer ensemble, avec nos élus, avec nos offices publics, ce rapport de force qui, tous ensemble, solidaires, autour des valeurs de la République, nous permettent de faire en sorte que nos langues et cultures régionales sortent grandies de ce combat, parce que c'est un combat. Merci. Madame Béquira, qui représente donc le directeur académique de ce Fulgence qui est excusez. Donc, mesdames, messieurs, en ces temps tourmentés, et j'ai une pensée pour notre enseignant, sa famille, le monde de l'enseignement et de l'éducation dans son ensemble, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour le 34e colloque FLAREP. Je remercie la PLEC et la FLAREP pour leur invitation, ainsi que Monsieur le Président de l'Université pour son accueil. Donc je me présente, Madame Béquira, inspectrice de l'éducation nationale pour la circonscription littorale, qui comptabilise 38 écoles réparties sur 17 communes. J'ai l'honneur de représenter aujourd'hui Monsieur Fulgence, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, qui n'a pu se libérer et s'en excuse. Depuis ma prise de fonction dans ce département l'an passé, exerçant auparavant dans l'académie de Clermont-Ferrand, Monsieur Fulgence m'a chargé de la mission départementale langue vivante étrangère, langue et culture régionale et EILE, enseignement intégré en langue étrangère, anciennement ELCO, langue et culture d'origine. Une mission complexe, passionnante de par sa complexité et résolument humaine. À ce titre, j'en profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui contribuent activement au rayonnement de l'enseignement du et en catalan dans notre beau département et sans l'aide desquels rien ne serait possible. La dynamique impulsée a déjà donné des résultats très positifs. Résultats qui nous laissent entrevoir de belles perspectives, que cela soit dans le domaine de la formation, de l'accompagnement, de la production et de la diffusion de ressources. Et la liste est loin d'être exhaustive. Dans le département, l'enseignement de la langue catalane, pour ce qui est du premier degré dans le public, se décline en deux modalités. L'enseignement de la langue vivante en élémentaire, ou éveil pour la maternelle, et l'enseignement bilingue qui nous rassemble aujourd'hui. Concernant le premier degré, et selon les chiffres de 2019-2020, l'enseignement de la langue vivante en élémentaire ou éveil en maternelle, assuré en grande partie grâce au concours de l'association APLEC, concerne 109 écoles, 377 classes et 8805 élèves. Concernant l'enseignement bilingue, cet enseignement concerne 43 écoles, 134 classes et 3097 élèves. Pour l'enseignement immersif, 838 élèves fréquentent les écoles de la Bressole, toujours en 2019-2020. Comme vous le savez, nos classes bilingues visent à apprendre l'enseignement en catalan, mais cela va au-delà, car l'apprentissage d'autres langues vivantes étrangères y est aussi favorisé. C'est dans ces classes bilingues que se mettent en place des stratégies d'apprentissage spécifiques qui permettront aux élèves d'investiguer un territoire, de découvrir un patrimoine, de construire une culture commune, de partager des valeurs et par extension de faciliter le vivre ensemble. Tout cela au service des enseignants et surtout de nos élèves, nos futurs citoyens, adultes, locuteurs de demain. Je vous remercie et je cède la parole à Monsieur Bonnet. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de la FLAREP, cher Thierry Lobel, le professeur de Clotin, Madame la conseillère régionale, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le Président du CIOCAT, Monsieur le Président, nous avons beaucoup de présidents parmi nous. Voilà, donc bonjour, benvinguts, et puis en fait, bienvenue dans l'Académie de Montpellier,
puisque ce département est le département concerné par l'enseignement du catalan au sein de l'Académie de Montpellier. La Flarep a été accueillie à plusieurs reprises dans l'Académie de Montpellier, 4 fois pour le catalan et plus, si on tient compte bien sûr de la présence de l'occitan dans notre académie. Alors j'ai envie de faire un petit retour en arrière. Allez, la première fois c'était en 91, ensuite 97, 2006 et 2020. Alors en 91, l'enseignement bilingue en ce qui concerne l'enseignement du catalan était inexistant. L'enseignement bilingue avait commencé à l'école publique en 82 déjà au Pays Basque. Dans les Pyrénées-Orientales, l'école publique, il n'y avait rien encore en ce qui concerne le catalan. À cette époque-là, il n'y avait pas non plus de CAPES de catalan. Mais il y avait quand même du catalan à l'école publique qui était prise en charge par des instituteurs à l'époque, qui étaient pour beaucoup locuteurs natifs en catalan aussi, et par les professeurs d'autres disciplines, dans notre département, surtout des professeurs d'espagnol, également des professeurs de français qui assuraient cet enseignement. Alors en 97, on pouvait déjà avancer quelques classes bilingues dans l'école publique. En 93, autour du collège de la Garrigole, le quartier Saint-Assist à Perpignan, l'école de Hamad, l'école Condorcet, l'école d'Alembert avaient mis en place les premières classes bilingues à l'école publique. Ensuite, en 95, l'école Arès, qui était issue du monde associatif, avait rejoint l'éducation nationale. En 97, il me semble que l'école Jean Petit à Prat, l'école publique, avait ouvert également une section bilingue. Donc, il y avait 4 ou 5 écoles publiques avec des classes bilingues. Ma collègue, Madame Bekira, en a parlé. Je pense qu'actuellement, il y a près de 45 écoles publiques avec des classes bilingues. À cette époque-là, hors classe bilingue, parce qu'elle représentait en 97 très peu de choses, il y avait à peu près 14% des enfants de l'école publique primaire qui suivaient l'enseignement du catalan, qui était essentiellement l'enseignement de langue à cette époque-là. Donc on peut dire que sur ce laps de temps, on a doublé les proportions. Aujourd'hui, on est à 30% à l'école primaire, avec l'ajout des écoles, avec l'ajout des classes bilingues, donc 22% pour l'enseignement de la langue, 8% enseignement bilingue, on est autour de 30%. Et dans le second degré, en 97, il y avait 6% en collège et lycée, il y avait 6% des élèves qui suivaient l'enseignement de catalan. À cette époque-là, bien le collège de la Garrigole qui s'était lancé dès 91, avait été rejoint par le collège de Céré. En lycée, enseignement bilingue, il y avait le lycée Maillot qui avait ouvert le tour et suivi peu après par le lycée de Céré. Actuellement, dans les collèges, on a doublé aussi. Il y a quelques 15% d'élèves qui suivent l'enseignement du catalan, autour de 10% pour l'enseignement de la langue vivante et autour de 5% pour l'enseignement bilingue. Bon, voilà. Donc, depuis 1997, on peut dire que nous avons doublé les proportions, mais parler de quantité, finalement, c'est un peu vain, parce que certains verront le verre à moitié plein, d'autres verront le verre à moitié vide, et je pense que tout le monde aura raison. Alors, peut-être parlons des aspects qualitatifs. L'enseignement du catalan, l'enseignement bilingue en particulier, participe pleinement au pilier de notre système éducatif. Dans l'Académie de Montpellier, le projet d'académie repose sur les valeurs. Nous sommes interpellés, bien sûr, plus qu'interpellés, nous sommes tous peinés et horrifiés par l'actualité récente qui remet l'école au centre de nos préoccupations comme pilier essentiel de notre société. Et l'école, c'est bien notre préoccupation à tous. Et la relation école-société, c'est également la préoccupation de la Flarep qui nous réunit ici. Que le président de la Flarep l'a dit, l'enseignement des langues régionales, les classes bilingues à l'école publique, eh bien c'est
c'est un ferment de vie ensemble, de cohésion sociale, d'intégration, de pari sur le futur. Quand on parle de réussite, bien sûr, on le sait, on l'a déjà souligné, il faut insister sur la valeur ajoutée de l'enseignement bilingue en particulier. Quand on parle de coopération avec les familles, on comprend aujourd'hui ce que ça peut signifier à l'école publique, et nos classes bilingues, avec une emprise directe sur le milieu, une ouverture à la pluralité, à la diversité, sont des vecteurs d'ouverture sur la société, et aussi d'innovation. Et c'est là où je reviens sur la question de la qualité, après avoir traité la quantité. Nous, en tant que pédagogues, notre collègue, M. Vidal, conseiller pédagogique, puis tous les collègues enseignants, il y a aussi des parents dans la salle, en fait, les collègues enseignants, nous sommes des pédagogues, nous savons que le levier sur lequel nous pouvons agir, nous, eh bien, c'est la pédagogie, c'est la qualité de l'enseignement. Donc, d'aspects qualitatifs, certes, mais qui nous dépassent un peu, les aspects pédagogiques qualitatifs sur lesquels nous pouvons avoir prise. Donc, insistons, chacun dans nos établissements, dans nos classes, innovons, inventons, proposons. Et pour en terminer, simplement, je voudrais citer quelques petites nouveautés de la rentrée qui soulignent cette envie de progresser et d'innover qu'il y a dans les établissements. J'ai envie par exemple de parler du collège de Bourg-Madame, Bourg-Madame, c'est dans la montagne, c'est à l'extrémité ouest du département, à la frontière avec l'Espagne et donc avec la communauté autonome de Catalogne, avec la frontière avec l'Andorre aussi, dans un milieu rural. En altitude, le collège de Bourg-Madame, cette année, propose avec 24 élèves de 6e l'enseignement bilingue des mathématiques et l'enseignement du catalan assuré par le professeur de catalan qui est aussi bivalent en lettres, un enseignement comparatif, contrastif avec le français. Un enseignement ouvert à la continuité des classes bilingues du premier degré qu'il y a dans les communes environnantes, mais aussi aux élèves de cet espace transfrontalier que constitue la Cerdagne. Donc là, on voit comment l'enseignement bilingue participe à cette intégration culturelle d'élèves, pour certains allophones, dans ce bassin de vie transfrontalier qu'est la Cerdagne. J'ai envie également de parler, on ne peut pas parler de tous les établissements, je vois des collègues là qui ne vont pas être satisfaits, mais 75% des collèges du département proposent l'enseignement du catalan dans une de ces diverses modalités. Il y en a 12 en section bilingue, il y en a une vingtaine en enseignement de la langue. Bon, alors, parlons de la Garrigole. Pourquoi? La Garrigole, c'est un collège de quartier périphérique de Perpignan, en zone d'éducation prioritaire. Il y a des classes bilingues depuis très longtemps. En 91 déjà, c'était des classes, un peu la tendance bilingue à cette époque-là. Et au collège de la Garrigole, il y a un enseignement, un EPI, un enseignement interdisciplinaire qui est proposé en 5e à toutes les classes. Toutes les classes du collège passent par un EPI de langue et culture catalane. Voilà. La perspective de cet établissement, c'est la langue régionale et la culture de tous les élèves de l'établissement. Donc, proposons-leur un contact sur un projet qui les motive avec cette langue et culture catalane. Je pourrais vous parler aussi du lycée de Céré, qui est également sur la frontière sud du département, une zone également excentrée par rapport à Perpignan, mais ouverte au marché de l'emploi et aussi à la circulation transfrontalière avec la Catalogne du Sud toute voisine, qui, comme le lycée Mayol de Perpignan, qui est lui un lycée dans une zone également d'éducation prioritaire, propose un enseignement de spécialité pour le catalan adossé aux classes bilingues qui existent dans ces deux établissements. Et puis je voudrais parler d'enseignement professionnel. Le lycée d'Argelès, par exemple, dans sa section professionnelle hôtellerie, et le lycée de Font-Romeu, qui est aussi dans l'arrière-pays Cerdagne, dans sa section professionnelle d'accueil, service à la clientèle, propose
soit un enseignement de la langue, soit un enseignement de la langue dans les enseignements professionnels avec des co-interventions. Voilà. Je pourrais citer d'autres exemples, mais simplement pour souligner la marge de manœuvre que nous avons en tant que pédagogue dans nos classes et dans nos établissements. Donc n'hésitons pas à proposer, à innover. Et je voudrais également souligner, nous avons de belles perspectives de progrès encore, puisque l'Office public pour la langue catalane, donc organisme public et établissement public dans lequel intervient l'éducation nationale, eh bien, nous donne un nouvel entrain et voilà, tout ça, je pense, de belles perspectives de progrès pour l'enseignement du catalan, pour l'enseignement bilingue en particulier. Muchas gracias. Amigas i amics, bona tarda. En fait, il serait logique que je m'adresse à vous tour à tour en catalan et en occitan, parce que le SIOCAT, syndicat intercommunal pour la promotion du catalan et de l'occitan, regroupe des communes, disons historiquement, territorialement catalanes, mais aussi occitanes, puisque le département a un canton, le Fluviède, qui a des origines occitanes. Donc le SIOCAT regroupe 130 communes qui adhèrent à un projet fédératif pour la promotion de la langue et de la culture. Et évidemment, donc, nous avons notre place, nous pensons que nous avons notre place parmi vous, pour vous accompagner, pour vous soutenir. Le SIOCAT est un partenaire, sinon historique, de longue date de la PLEC, puisqu'il soutient les communes qui reçoivent, grâce à la PLEC, dans leur classe maternelle et élémentaire, un enseignement dans la langue avec des animateurs itinérants de la PLEC. Alors, les compétences des communes, elles ne sont pas énormes en matière d'éducation, d'enseignement, mais vous le savez, donc, quelques-unes quand même au niveau des écoles maternelles et élémentaires. Alors, moi je me réjouis que des collectivités soient présentes ici, pratiquement toutes, puisqu'il y a des représentants des communes, de la région, du département, sont ici pour échanger, pour vous entendre et éventuellement pour vous accompagner. Parce que le président de l'Obel disait, ce combat, enfin, cette revendication, ce combat, cette promotion, c'est une lutte, c'est un combat. Et je pense qu'il serait vain, serait illégitime que dans ce combat, il n'y ait que des associations spécialisées, des associations de parents d'élèves, des associations d'enseignants. Il faut que ce soit un combat commun et il faut que les collectivités en prennent conscience et puissent participer à vos côtés dans ce combat. Parce qu'il est de la responsabilité des collectivités de construire un aménagement du territoire qui prenne en compte cette dimension de l'aménagement linguistique et donc au cœur, évidemment, un pilier l'enseignement, faute de quoi il n'y aura pas de projet cohérent, on pourrait même ajouter parfois de réparation historique et de futur. Muchas gracias. Nicolas Garcia, présentant la présidente du conseil départemental, une vice-présidente du conseil départemental et déléguée à la langue catalane au département. Mesdames et messieurs les présidents, les directeurs ou en tout cas leurs représentants, senyores, senyors, amics d'arreu de l'Hexagone, je crois qu'il n'y a pas de Corse, il y a une Corse, donc benvinguts a Perpinyà. En tant que représentant du département et de la présidente du département et aussi de la présidente déléguée de l'Office public de la langue catalane, je suis heureux de vous accueillir à l'occasion du 34e colloque de la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public
sur notre beau territoire qui est fier de ses langues, le catalan bien sûr, mais aussi l'occitan, que je n'oublie pas, mais d'autres en ont parlé déjà mieux que moi et certainement vont en parler encore, puisque dans notre département, il y a aussi de l'occitan, une partie occitane. Le thème du colloque, se pencher sur la question du bilinguisme à l'école, est fondamental, car la vitalité de nos langues régionales passe par là, et nous savons qu'elles sont parfois malmenées. C'est le cas, par exemple, des 2 dernières réformes de l'enseignement, et notamment celle du ministre Blanquer, mais je ne doute pas que, ici, vous allez en reparler durant 2 jours. Dans les Pyrénées-Orientales, en Catalogne Nord, convaincus que le bilinguisme est un atout, non seulement pour ceux qui le pratiquent, mais aussi pour l'attractivité du territoire, le département s'inscrit depuis plusieurs années dans une politique de développement de l'enseignement du catalan. À ce titre, il accompagne les cours d'initiation, l'aide à la création des classes bilingues, ainsi que le fonctionnement des écoles immersives. À ce titre, disons-le, une majorité d'entités scolaires offre, d'une manière ou d'une autre, une ouverture sur notre belle langue. Mais même si on peut dire clairement que sans l'intervention du département et d'autres collectivités, 80% de l'enseignement disparaît, de l'enseignement catalan dû et en catalan disparaîtrait, nous sommes loin, bien loin, d'avoir une politique linguistique et culturelle catalane à la hauteur des enjeux et des besoins. Si je compte tout, on ne doit pas atteindre les 1% du budget du département consacré au catalan. Cependant, disons aussi que tout ne dépend pas du département, qui, comme nombre de collectivités territoriales, est mis au pain sec et à l'eau par l'État français. Malgré tout, mesurons ce qui avance et qui donne espoir. Pour faire émerger une véritable politique linguistique qui réponde aux attentes et aux enjeux, le département et la région se sont fortement investis, accompagnés par l'UPVD, le CIOCAT, la ville de Perpignan et tant bien que mal l'État, pour donner naissance à l'Office public de la langue catalane, qui, même s'il a mis du temps à se concrétiser à cause des longueurs de l'administration française, pour rester poli, est désormais bien là et a commencé son travail aidé par un conseil scientifique et un collège associatif. Le PLC se donne pour objectif d'assurer sur son aire géographique le développement de la langue catalane en travaillant au développement de son usage pour faire augmenter le nombre de locuteurs actifs, en particulier au sein des jeunes générations. Il a aussi comme objectif de faire en sorte que les catalano-parlants puissent s'exprimer dans leur langue dans un maximum de lieux et d'accueil, notamment publics, mais aussi privés. Je salue ce travail qui a déjà démarré et tous ceux qui y contribuent. En premier lieu, le directeur Pierre Bisson, qui, je le sais, se sent parfois un peu seul pour porter cette tâche, mais il faut dire que ni le Covid, ni les élections municipales, puisque c'est un jeune office qui n'a que l'un, n'ont facilité les choses. Il aura l'occasion d'y revenir plus en détail au cours de ce colloque. Je crois néanmoins que nous avons remporté une manche essentielle en installant le PLC dans le paysage, au sens propre comme au sens figuré. Il n'y a qu'à voir sa belle occupation sur les réseaux numériques et sociaux, comme on dit, et la campagne d'affichage de cet été. L'enseignement est indispensable. Sa continuité primordiale, d'où l'action du département pour sa continuité primordiale, pardon. Avec la buée, c'est pas facile. D'où l'action du département pour accompagner l'offre aussi au niveau de l'université et de l'IFCT que j'ai l'honneur de présider pour quelques mois. Voilà, c'était mon tour. Mais l'IFCT, c'est l'Institut franco-catalan transfrontalier. Mais la question de l'enseignement d'une langue, pourquoi faire, l'enseignement d'une langue, pourquoi faire, est tout aussi capitale. Si pour les élèves qui étudient cette langue régionale n'a pas de sens en dehors de la vie scolaire, n'est pas visible dans la vie quotidienne, alors elle peut perdre en intérêt
et devenir une matière scolaire comme une autre, voire inutile. D'où l'importance de faire vivre aussi nos langues dans les différents domaines de la vie publique, comme la création culturelle et artistique, la sphère numérique, la sphère économique. Le département s'y emploie en pays catalan et occitan. Vous serez demain dans notre maison de la catalanité. Nous serons demain dans notre maison de la catalanité. Nous avons d'autant besoin d'un tel niveau de mobilisation qu'il y a chez nous de nombreux enjeux transfrontaliers, que je ne développe pas. Le catalan est bien plus qu'une langue régionale, et encore moins une langue étrangère, bien sûr. C'est bien plus qu'une langue régionale. Elle dépasse nos seules frontières. C'est une langue nationale de plusieurs pays, ou dans plusieurs pays, qui compte plusieurs millions de locuteurs en Europe. Et ça, c'est un avantage que nous devons utiliser. Vous le voyez, nos défis sont nombreux et nous voulons être ambitieux. Je ne doute pas que les 2 jours de travaux de ce colloque nous aideront à avancer. Je vous remercie. Benvinguts y gracias. Et qui représente ici la Carole présidente. Carole Berger. Oui, voilà. Donc je suis déléguée moi aussi. Voilà. Au niveau de la culture de la langue catalane. Donc merci de me donner la parole. Et puis c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, il faut savoir que la région, alors je ne vais pas reprendre tout ce que Nicolas vient de dire parce qu'au final il a tout dit sur l'OPLC. Donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails. Mais vous dire que de toute façon, bon, voilà, la région est vraiment très active, dynamique. À vouloir justement porter, soutenir ces langues à la fois catalanes et occitanes, avec un budget qui est pratiquement de 4 millions d'euros rien que pour 2020. Donc bon, c'est vrai que Père Manzaranes l'a dit tout à l'heure, on va dire 12 départements, un tiers pour l'occitan et puis les 2 tiers après pour le catalan. Mais bon voilà, on est quand même très présent pour l'ensemble des langues. Alors, au niveau de la culture, bien évidemment, nous sommes actifs puisque nous avons 3 dispositifs. Un sur la création, donc à la fois sur, par exemple, financer des actions au niveau du théâtre, sur l'audiovisuel, la littérature, voilà, tout cet ensemble-là aidant pour la création. Une pour la diffusion. Alors la diffusion, la région a créé un événement qui s'appelle, je pense que tout le monde le connaît ici, c'est Total Festoon, qui regroupe l'ensemble des départements de la région. Et donc, ce sont différentes associations qui font justement la promotion des langues, de leur langue régionale. Et il y a 2 ou 3 ans, alors je ne sais plus exactement, Vincent, c'est peut-être 2 ans, il y a eu donc le final de Total Festoon ici sur notre département. Donc à Bensa exactement, et je dois dire que c'était vraiment un moment mémorable, hein, puisque voir toutes voilà, ces différentes langues et différentes cultures se retrouver, c'est toujours un moment particulier. Alors vous dire aussi qu'au niveau de cette politique culturelle, bon, pour le catalan et l'occitan, est menée donc en collaboration avec le CIRDOC. Et bien évidemment, je salue son directeur, Cyril Gispert. Alors, je ne sais pas s'il est venu aujourd'hui ou pas, mais donc voilà. Donc, c'est vrai que ça fédère en fait à la fois tout ce qui peut se passer au niveau de l'occitan, et au niveau du catalan, du moins, voilà, pour diffuser et produire donc les différentes ressources. Et nous l'avons dit tout à l'heure, nos 2 offices. Alors, bien évidemment, l'Office public de la langue occitane qui existe depuis de nombreuses années, le nôtre ici en pays catalan depuis un peu plus d'1 an, on va dire, on y travaille depuis longtemps, et d'ailleurs je tiens aussi à remercier le formidable travail qui est porté par Pierre Elisseau, son directeur, qui a dynamisé en fait la structure en très très peu de temps. Bon, il faut savoir qu'il y a des gens qui gravitent autour qui y travaillent aussi, hein. Bon, Nicolas l'a dit, hein, il y a plusieurs collectivités et plusieurs associations. Mais voilà, donc vraiment félicitations parce que c'est un travail formidable qui a été fait. Et puis, donc nous avons aussi
un chargé de mission depuis très peu, qui fait partie donc de la direction de la culture en la personne de Vincent ici, Vincent Rivière qui est dans la salle, et qui œuvre justement pour qu'il y ait, et que soit signée très prochainement, normalement le 10 novembre, cette convention entre la région et l'État, justement pour faire de la promotion de la langue occitane. Mais je dois vous dire aussi qu'au niveau de la langue catalane, ça sera très prochainement. Alors, le directeur académique nous avait promis que ça se ferait à la fin de l'année. Bon, apparemment, il y a un petit décalage, donc ça se ferait plutôt en début de premier trimestre, voire même le second, je ne sais pas, le deuxième, on verra. Mais bon, c'est déjà quand même une très très bonne nouvelle pour nous. Alors, ces objectifs qui seront définis seront bien sûr... on va retrouver un petit peu ce qui va se passer au niveau de cette convention de l'OCLO, aussi je pense au niveau de la convention pour le catalan, puisqu'on aura pratiquement les mêmes thématiques, c'est-à-dire valoriser la langue et la culture dans la formation des élèves, à la fois du primaire jusqu'au lycée et l'université. Et je dois dire que trop souvent, moi je suis enseignante, donc, mais pas, je ne suis pas enseignante de catalan, mais trop souvent les élèves font catalan, en primaire, au collège, et puis au final, pouf, au lycée, on ne peut plus. Ou alors à l'université, pas toujours. Donc ça serait bien qu'il y ait vraiment la possibilité de faire cette continuité. Ensuite, ça sera bien évidemment faciliter l'enseignement bilingue précoce, bon, je viens d'en parler, et développer des réseaux éducatifs de proximité pour bien évidemment garantir l'égalité d'accès à ces enseignements. M. Bonnet tout à l'heure a parlé de quelques exemples qui se situaient sur la Haute-Cerdagne. Il est évident que quand par exemple on est scolarisé dans une petite école au fin fond, je vais dire du Cap-Cyr pour ne pas le citer, c'est toujours un peu plus difficile d'accéder à une langue régionale. Ça sera favoriser aussi le développement des formations à l'occitan dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, il y a l'IFCT qui en est en charge, voilà, mais bon, là, oui, tout à fait. Donc là, pour nous, le catalan, ça existe, mais voilà, peut-être que au niveau de l'occitan, davantage le mettre en avant, et assurer la production et la diffusion des ressources pédagogiques adaptées, même si nous avons le CIRDOC. Alors là, bien évidemment, le catalan aussi se réfère aussi au CIRDOC, mais peut-être davantage le développer sur l'ensemble du territoire. Développer un contexte linguistique et culturel occitan vivant, complémentaire des enseignements. Et assurer aussi l'information aux familles, puisque trop souvent les familles ne savent pas ou méconnaissent en fait la possibilité de suivre ces enseignements. Alors moi aussi, je voudrais terminer par ce que le ministre Blanquer, avec sa réforme des lycées, a mis en place. Et de toute façon, c'est factuel, c'est-à-dire que depuis qu'il y a la concurrence avec les autres options, en tant qu'enseignante, je peux vous dire qu'on le voit, c'est de toute façon, voilà, c'est factuel, c'est moins de 20% d'élèves qui prennent l'option catalan. Donc voilà, alors il va falloir, j'espère que durant ce week-end, durant ce colloque, vous allez pouvoir trouver une solution, des idées, une réflexion qui feront que les choses vont avancer de toute façon favorablement. Donc je ne vais pas faire plus long, je vais vous souhaiter un très très bon colloque à tous et puis à très bientôt. Merci à tout le monde. Et donc, pour cette ouverture du 34e colloque. Et bien, on va se mettre au travail. Merci.